que Safari comme navigateur web, je vais utiliser la Safari parce qu'il est assez particulier quand on va télécharger des choses du web. C'est qu'il ne met pas de message d'accueil, mais c'est certainement modifiable dans la préférence de Safari, mais d'office, il ne met pas de message d'accueil et il enregistre d'office ce qu'on veut télécharger. Il le met d'office dans le dossier téléchargement sans message qui prévient, qui demande où on veut l'enregistrer. Et donc, contrairement à ce qui se passe avec Firefox. Alors, au niveau des navigateurs, Firefox est en perte de vitesse, mais voilà, il est toujours là, il a toujours son intérêt, notamment avec plein de modules pour améliorer ses caractéristiques, ses performances. Mais pour moi, le plus sérieux des navigateurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même Chrome. Voilà. Donc évidemment, ça, il faut aller les chercher normalement par Safari, aller les chercher, télécharger l'image .dmg et installer sur le Mac avec l'identifiant. Mais bon, je vais aller par Safari. Voilà. Et là, on va aller chercher des images sur le web. Donc moi, je vous conseillerais de le faire par bing.com. Il y a d'autres moteurs de recherche. Évidemment, il y a Google, mais pour afficher les images haute définition, ça pose un petit problème parce qu'ils ont retiré le bouton qui permet d'afficher en haute définition les images suite à un procès avec la banque d'images Getty. Il y a Yandex, le moteur de recherche russe. Il y a plein de moteurs de recherche. Yandex, j'ai un collègue qui l'utilise beaucoup parce qu'il trouve qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs sur Yandex. Je ne sais pas si vous avez un moteur de recherche en particulier. Si vous utilisez quelque chose de plus safe, peut-être, parce que je sais qu'il existe au niveau des données, des choses plus sécures, on va dire. OK, alors, on est dans Bing et on va rechercher des images. Là, je vais rechercher des images de jardin, par exemple, parce que je sais que la démonstration qui va être faite est assez parlante. Quand ce sont des images avec beaucoup de vert, ça se voit mieux, mais ça marche pour toutes les images, évidemment, ce qui va être vu ici. Donc, ce qui va être vu ici, c'est l'utilisation d'un des calques spéciaux qu'on avait créé par script la fois passée. Je vais ici recharger rapidement dans Photoshop le calque spécial. Le script. Non, juste vous remontrer l'image, en fait. Hein. L'image que le script avait créée. Et le script... Installé. Donc, pas besoin que le script soit installé pour l'instant. On va le réutiliser plus tard, mais je vous montre juste que parmi tous les calques, il y en a un qui est particulier, qui servait à modifier la luminosité de l'image d'en dessous, de manière à ce que le seuil qui sépare en deux zones les pixels noirs et les pixels blancs, ça influence le résultat, en fait. Vous aviez compris la fois passée. Eh bien, ce calque-là, on peut l'utiliser pour faire de la retouche de photos. Et c'est un calque spécial. Il est rempli d'office d'origine avec du gris à 50%, donc du gris moyen. Et il est en mode incrustation. Et donc, c'est ça qu'on va recréer dans une autre image de jardin. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de cette image-ci. C'était juste pour montrer que parmi tous les calques, il y avait celui-là qui nous intéresse déjà maintenant pour l'utiliser différemment. Okay, donc, garden, oui, j'ai tapé en anglais. Et dans la partie image, donc, dans ce cas-ci, je vais enclencher des filtres. Filtre. Voilà, taille d'image. Je vais demander éventuellement dans taille d'image, bien sûr, de rechercher des images de minimum 1000 sur 1000. Donc, on est d'accord, on pourrait aller dans Photoshop, générer une image par intelligence artificielle, c'est aussi une possibilité, ou aller acheter dans une banque d'images, ou aller sur des sites spécialisés qui proposent des images, entre guillemets, gratuitement. Ils demandent votre adresse mail
En échange, bien sûr, et une adresse mail, ça se monnaie à peu près 35 centimes. Donc, ils gagnent de l'argent avec les adresses mail, les sites qui proposent des images gratuites. OK, là, j'ai demandé qu'il m'affiche que les images de minimum 1000 sur 1000 pixels. OK. Voilà, donc du coup, ceci apparaît. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle la résolution. Dans le monde de la vidéo, ça s'appelle la résolution. Dans le monde de l'image, on appellera plutôt ça la définition de l'image. Le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Au niveau de la licence, moi, comme j'ai envie quand même d'utiliser des images que j'ai le droit d'utiliser, je vais aller voir licence domaine public. Donc, il est possible que ces images soient du domaine public. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Je vais aller voir. Donc, je vais vous demander de vous intéresser à des images qui sont non retouchées. Il n'y a visiblement pas eu de retouche. Donc, ce genre d'image avec une image grise, hein, c'est fort gris, on sent qu'il n'y a pas eu de retouche. C'est naturel. Moi, j'aime bien, en fait. C'est ça que j'aime pas dans les banques d'images, notamment celle de Adobe Stock, la banque d'images Adobe Stock. Je n'aime pas trop les images qu'ils proposent parce qu'elles sont trop retouchées. Les couleurs, les contrastes sont trop retouchés et on perd en authenticité, en fait, je trouve. D'ailleurs, de manière assez surprenante, l'intelligence artificielle, certains systèmes qui émergent pour faire des photos par intelligence artificielle font maintenant des photos très réalistes. On ne sait plus dire la différence avec la réalité, et parce qu'en fait, ça ressemble vraiment à des photos brutes non retouchées. Donc ça, c'est intéressant. Donc on parlera de ça. Et pour les publications, vous avez parfois intérêt à faire de l'authentique plutôt que du bien retouché nickel. Parfois, une photo non retouchée, c'est mieux. Bien, donc, dans ce cas-là, je vais cliquer et demander d'afficher l'image et on va voir ce que ça dit. Voilà, vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous ou enregistrer l'image dans téléchargement. Puisqu'on est dans Safari, c'est ce qu'il propose. Voilà. Donc, et on revient à l'onglet précédent, bien sûr, qui a toujours ceci. La croix pour passer à autre chose. Ben voilà, oui, c'est un peu... à limite, je suis en train de vous expliquer comment télécharger des images du web, mais déjà, vous avez pu télécharger des images que vous avez le droit normalement d'utiliser. Et vous ne faites pas la gaffe de télécharger la version, la vignette, comme beaucoup font. Vous allez jusqu'au processus où vous demandez d'afficher l'image en grand. Bien, alors, dans un contexte professionnel, ce qu'il faudrait faire quand vous allez chercher une image et que vous allez l'utiliser, c'est quand même aller visiter le site. Et sur le site, vous aurez certainement quelque part les conditions d'utilisation. Voilà, ici, il est indiqué. Ah oui, il y a un premium download. Donc, quand on paye sur ce site-là, entre 5 et 10 centimes d'euros par image, on peut l'avoir en haute définition, tandis que là, c'est la version basse définition. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que quand on va sur le site, il y a la licence. Voilà, Creative Commons, public domain. Donc, apparemment, il n'y a aucune restriction. On peut utiliser, modifier. Ce n'est pas toujours évident qu'on peut modifier pour un usage personnel et commercial. Donc, on peut faire de l'argent avec ça. Si vous comptez l'utiliser pour un usage commercial, ah oui, il y a un modèle. OK, il va falloir aller voir. Donc, il faudra peut-être aller vérifier quand même. Ça, c'est quand même un peu à creuser parce que, évidemment, si c'est pour un travail local qui ne va pas être diffusé à grande échelle, il y a peu de chances que quelqu'un voit que vous avez utilisé l'image de toute façon.
Vous voyez la logique, hein. Donc, téléchargez-en au moins 2. Et comme je vous disais, des images pas retouchées, des images un peu dull, un peu grises, un peu ternes. C'est très bien. C'est des images brutes, en fait, hein. Donc, vous savez, quand on photographie avec un appareil photo, on peut photographier en RAW, en brut, et il n'y a pas de retouche qui est faite. Il faut la faire par la suite, la retouche. Ou alors, si on photographie dans l'appareil photo en JPEG ou en TIFF, là, l'appareil photo fait déjà du travail sur l'histogramme, il fait la balance des blancs, etc. Donc, vous avez déjà une image retouchée. Bon, ici, voilà, ce sont des images déjà à moitié retouchées. C'était certainement photographié en JPEG ou en TIFF, mais il n'y a pas eu de post-process. Ça n'a pas été ouvert dans Photoshop pour l'améliorer. C'est clair, ça se voit. Bien. Donc ça va être notre base de travail et je ne vous ai pas dit quelle image prendre parce que vous allez pouvoir travailler avec chacune avec des images différentes. Ça va être intéressant. Transférer dans le dossier d'aujourd'hui les images qui étaient dans le dossier de téléchargement. Donc, vous allez en ouvrir une. Bon, quand vous êtes en affichage icône, vous avez remarqué que vous avez une réglette en bas à droite pour la dimension des images. Ça, c'est déjà sympa. Sur le Mac, quand vous sélectionnez une image et que vous enfoncez la barre d'espacement, vous la voyez en grand. Ça, c'est pratique aussi. Donc, on voit vraiment bien les images avant de les ouvrir. On verra plus tard que quand il s'agit de fichiers de type Photoshop, parce que là, c'est du JPEG, mais si c'est du type Photoshop ou Adobe Illustrator, on ne voit pas nécessairement les images dans la fenêtre, mais il y a une solution que Adobe fournit pour arriver à voir les images Photoshop, les icônes, Illustrator aussi, InDesign, qui sont dans un dossier. C'est ce qu'on appelle Adobe Bridge, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc là, je vais déplacer l'image vers Photoshop. Voilà, touche F pour passer plein écran. Bien. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la palette des calques, absolument. Donc, le but ici, dans un premier temps, c'est de modifier les lumières dans l'image pour donner du modelé, pour qu'elle soit moins plate. Donc, ceci peut servir aussi pour des portraits, bien sûr, mais on va d'abord tester sur des jardins. Donc, anciennement, dans Photoshop, vous allez parfois voir des tutos où on vous explique qu'il faut utiliser cet outil-là, densité moins et densité plus. Il faut les utiliser pour assombrir ou éclaircir dans l'image. Mais c'est du destructif. Ça modifie les pixels et quand il y a du détail qui est parti, on ne sait pas le faire revenir. Donc, c'est les anciens outils historiques, ça, densité plus, densité moins. Est-ce que certains ou certaines parmi vous voient à quoi ça correspond, cette espèce de sucette ou cette main? Donc, le troisième outil, c'est l'éponge, c'est pour gérer la saturation, mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est les lumières. Donc, avec ces deux outils-là, personne ne voit ce que c'est? Bon, il faut savoir que dans les logiciels Adobe, c'est beaucoup d'outils qui viennent des techniques traditionnelles. Donc ici, dans un moteur de recherche, j'ai tapé Wikipédia Dodge Burn et le premier article que je trouve, c'est le dodging and burning, les techniques de dodging and burning dans Wikipédia. Et donc, ce sont des techniques de labo photo traditionnel. Donc, labo photo traditionnel, voilà, au hasard sur le web, des appareils comme ça et dans un labo de développement photo avec de la lumière rouge inactinique parce que les films sont insensibles, les papiers sont insensibles à la lumière rouge. Donc, c'est pour ça que dans les studios de développement, on utilise la lumière rouge. Eh bien, on projette un négatif sur un papier et puis ça passe dans des bains de développement. Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui l'ont déjà fait, certainement. Du vrai développement photo? Oui, qui? Non, personne? OK, donc du vrai développement photo, c'est comme ça que ça fonctionne avec ce genre d'appareil. Voilà.
ça revient à la mode, hein, parce qu'il y en a qui en ont un peu marre du numérique, du fait qu'on puisse prendre des milliers de photos et que ça ne coûte rien et que, du coup, on ne réfléchit pas trop quand on prend des photos maintenant. On en prend comme ça, comme si on respirait et il y en a qui aiment bien revenir maintenant à l'analogique, parce que ça coûte. À chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur, c'est la lumière qui va sur un film photo et ça coûte, à chaque fois, peut-être 50 centimes par photo, 25 centimes, je ne sais pas exactement, mais ça coûte comme, avant le numérique. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant de cette vague, de retour vers la photo analogique. Alors souvent, les gens font développer ça, par quelqu'un, ils le développent pas eux-mêmes chez eux dans un labo photo qu'ils ont mis en place, mais il y en a qui le font, ça fait partie des tendances de rétro, des pratiques rétro, pourquoi pas. Très intéressant, pourquoi pas aussi, quand on veut, organiser des, stages, des activités, ça peut être un truc intéressant. Bon, il y a un côté philosophique à ça, c'est du slow, la consommation, lente, en fait, hein. Bon, et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, dans les labos, voilà ce qui se passait. Vous retrouvez l'outil ici, la tige avec un cercle qui empêche, quand on projette la lumière du négatif sur le papier, ça empêche, que la lumière vienne trop à un certain endroit. Donc en fait, on bouge cette tige. On a avec la main, et la tige et le disque, on bouge un peu pour empêcher qu'il y ait trop de lumière qui arrive à certains endroits du papier. Voilà. Donc logiquement, ça devrait assombrir, moins de lumière. Sauf qu'on travaille en négatif, donc ça éclaircit. Donc cet outil-là, dans Photoshop, il sert à éclaircir. Densité moins dans Photoshop sert à éclaircir, en fait. Et vous avez l'autre outil, qui est montré ici différemment. C'est pas une main, c'est juste un carton troué. Et là, c'est le même principe. On le bouge, entre, le négatif qu'on projette et le papier, photo sensible. On le bouge pour qu'il y ait plus de lumière à certains endroits. Donc là, on pourrait se dire: «Plus de lumière, ça va éclaircir». Mais non, parce qu'on travaille en négatif, donc ça va assombrir. Et comme vous avez vu, dans Photoshop, il ne montre pas un carton troué comme ça, il montre une main, parce qu'on peut aussi le faire avec la main, pour focaliser la lumière sur une partie du papier photo. Donc c'est amusant, mais partout dans Photoshop, et dans les logiciels Adobe, vous avez des outils qui vous paraissent bizarres, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est en rapport avec des techniques traditionnelles. Donc ici, comme on avait dit, ces outils-là sont des outils anciens, on ne va pas les utiliser, c'est du destructif. Dans Photoshop, on essaye toujours de faire du non destructif, c'est-à-dire qu'on amène une modification à l'image, mais on essaye qu'on puisse la rendre réversible, revenir en arrière, la supprimer, la modification. Donc c'est du travail non destructif. Alors pour ça, ça va se passer par la palette des calques. Vous avez la palette des calques qui est visible avec le seul calque actuellement visible. Donc nous allons dans, le menu de la palette des calques, par exemple, chercher, nouveau calque et ça va nous afficher une boîte. Si vous cliquez sur le signe plus en enfonçant la touche option, la touche alt sur le clavier, ça va également, faire apparaître la boîte. Si on ne clique pas sur la touche option quand on clique sur le signe plus, ça crée directement un calque normal. Un calque vide, sans pixels à l'intérieur, avec, les réglages standards, mais il faut absolument arriver d'une manière ou d'une autre à faire apparaître cette boîte qui s'appelle Nouveau Calque. Dans cette boîte Nouveau Calque, vous allez chercher mode incrustation et vous allez cocher couleur neutre pour le mode incrustation. Donc d'office, il est rempli de 50% de gris. Si on oubliait de cocher couleur neutre, OK, on a un calque en mode incrustation. Même chose aussi, si on avait oublié de le mettre en mode incrustation, il est possible ici de le mettre, ce calque, en mode incrustation. Donc c'est la manière dont il va se mélanger, agir avec ce qui se trouve en dessous. C'est les modes de fusion, mode de dessin. Et pour le remplir de gris, puisqu'on a oublié, là c'est pas du gris, c'est un damier de transparence. C'est rempli de transparence là. Pour le remplir de gris neutre, ce serait édition, remplir. Et dans la boîte remplir, on aurait remplir avec 50% de gris. Voilà. Et on ne coche surtout pas conserver les zones transparentes, puisqu'il est actuellement rempli de transparence. Si on coche ça, on ne pourra rien remplir dedans. Voilà, c'est l'idée. Voilà, là, c'est vraiment du gris.
C'est pas le damier de transparence. Alors là, vous allez faire apparaître la palette de couleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais moi, vous avez vu, hein, moi, j'ai fait disparaître toutes les palettes de droite, en fait, hein, avec Shift Tabulation. Shift Tab, j'ai dû faire 2 fois Shift Tabulation, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair, surtout quand on est débutant, de ne pas avoir plein de palettes sur la droite. Donc Shift Tab, je vous montre sur mon clavier, pour ceux qui auraient oublié, c'est donc la touche Shift, et en même temps qu'elle est enfoncée, la touche Shift, j'enfonce la touche Tabulation brièvement, et là, je me débarrasse des palettes de droite. C'est super pratique. Évidemment, si vous enfoncez seulement Tabulation, vous avez tout enlevé, il faut réenfoncer Tabulation. C'était vraiment Shift Tab qu'il fallait faire. Donc, il nous faut la palette couleurs, menu fenêtre couleurs. Voilà, la palette couleurs chez vous, elle arrive peut-être toute petite. Il faut éventuellement la rendre flottante en la prenant par son onglet, en la déplaçant et l'agrandir par sa case en bas à droite, c'est bien. Et là, vous avez sur la gauche, parce que la palette couleur est actuellement en mode cube de teinte, dans le menu ici, ça se voit. Et vous avez sur la gauche tous les gris, du plus clair au plus foncé. Dans la palette des calques, je suis bien en train de travailler sur le calque ici. Voilà. Alors celui-là, il est verrouillé partiellement. Si le verrou était noir, ça voudrait dire qu'il est verrouillé complètement. Qu'est-ce qui est verrouillé? En fait, c'est la transparence. Quand vous ouvrez une image dans Photoshop, c'est souvent un calque d'arrière-plan avec la transparence non modifiable. Si vous cliquez sur le calque d'arrière-plan, oui, on ne va pas le faire ici. On ne va pas le rendre complètement verrouillé. Donc faites gaffe quand vous allez utiliser l'outil qu'on va utiliser. Il faut absolument que ce soit le calque du dessus qui soit activé. Parce que vous risqueriez, si c'est celui du dessous, d'aller dessiner des choses qui vont nous ennuyer, qui ne doivent pas être là. Donc, OK. Donc là, je vais l'appeler Dodge and Burn, puisque c'est la technique, mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour la démonstration. Moi, je renomme le calque. OK. Donc, vous avez le pinceau. Il faut activer le pinceau tout à fait normal dans la palette des outils. Vous avez sur le clavier les touches CTRL-Option sur le clavier du Mac, CTRL-Alt. Vous utilisez le bouton gauche de la souris, vous cliquez sur l'image et vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est la dureté. Dans ce cas-ci, il nous faut une brush qui soit bien à bord flou, donc pas une brush à bord net comme ça, mais une brush à bord flou. Et la dimension, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais je vais la mettre à peu près comme ça pour commencer. Voilà. Donc, pinceau normal, touche CTRL-Option sur le clavier du Mac, et pendant que les touches CTRL-Option sont enfoncées, bouton gauche de la souris, on enfonce, on bouge de gauche à droite, c'est la dimension, de haut en bas, c'est la dureté. Voilà, vous choisissez un gris clair ou un gris foncé, faites bien attention, la pastille, il vaut mieux pas la mettre éloignée du bord gauche de la palette de couleurs, parce que sinon vous allez amener de la couleur, il faut vraiment prendre du neutre. Donc là, je vais prendre du gris clair, par exemple, et puis je passe, et on voit que ça éclaircit là où je passe. Donc je viens d'amener du gris clair dans le calque du dessus. Si j'essaye avec du gris foncé, ça va foncer là où je passe. Voilà. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir améliorer vos photos éventuellement, modeler les lumières de manière dynamique. C'est très intéressant pour des portraits aussi. On testera sur des portraits si vous voulez. N'hésitez pas par petites touches, avec des pinceaux plus ou moins gros, mais le piège ici, c'est de travailler avec des pinceaux trop petits. Oui, si vous travaillez avec un pinceau petit, votre touche va se voir, hein, c'est foireux. Voilà. Hein, si vous travaillez avec un pinceau petit, ça fait des choses comme ça, c'est foireux. Voilà. Donc, il faut travailler avec un gros pinceau et avec une brosse floue. Alors, en cas de gaffe, évidemment, vous avez un menu édition annulé, commande Z. Et quand on aura annulé, on pourra rétablir, donc refaire ce qu'on vient d'annuler, que ce soit à nouveau visible. Mais moi, je vous conseille d'utiliser la palette historique,
qui maintenant existe dans tous les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign. C'est menu fenêtre historique. Fenêtre historique. Vous allez voir qu'elle peut servir à être créatif, la palette historique. Mais là, je vais m'en servir juste pour annuler des choses. Donc, menu fenêtre historique. Elle est là. Je la détache parce qu'elle est venue avec plein de palettes. Ça ressemble à la bête dans The Thing. C'est super moche. OK. Voilà. J'agrandis la palette historique. C'est tout ce que vous avez fait sur l'image. Depuis l'ouverture jusqu'à la création du calque, etc. Donc voilà. Tiens, j'aurais utilisé l'outil sur l'image sans le savoir. Il ne fallait pas. Et donc là, on peut revenir en arrière si on a fait des gaffes. On voyage vraiment dans la construction de l'image, tout ce qu'on a fait. Voilà. Très intéressant, la palette historique, encore plus que d'utiliser l'annulation commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Voilà, toujours avec le pinceau normal, en dessinant en gris ou en gris clair ou en gris foncé. Je vais ici me dire, tiens, je vais prendre du gris foncé et je vous montre quelque chose que vous n'allez peut-être pas pouvoir appliquer tout de suite sur votre image, mais ça vous servira vraiment, il faut le retenir. Si je passe ici sur la bordure, vous voyez qu'elle s'assombrit. J'annule. Je vais vous montrer que... J'annule, voilà, c'est là. Je vais vous montrer qu'on peut faire des droites avec le pinceau dans Photoshop. Et ça peut être utile. Les droites, c'est comme ça. Clic, et puis, sans enfoncer la souris, je vais à l'autre extrémité de la droite et je fais majuscule clic. Donc, c'est Shift-clic. Voilà. Clic, Shift-clic. OK, dans ce cas-ci, un petit peu de retouche. Voilà. Au début, là, ce serait bien. OK. Voilà, clic, Shift-clic, c'est pour faire des droites. On y reviendra, mais c'est super pratique et c'est caché, en fait. On ne le voit pas. Si on ne le sait pas, on croit qu'on ne peut pas faire des droites avec le pinceau, mais pour faire certaines retouches, c'est super pratique. OK. Donc, très intéressant de pouvoir modeler comme ça. Alors, si je veux voir l'avant et après, eh bien, tout en sachant qu'ici, je n'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais, hein, c'est juste une démonstration, mais si vous enlevez l'œil en face du calque Dodge and Burn, vous voyez l'avant, donc sans le calque, et puis vous voyez l'après. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer. Voilà, franchement, je pense qu'on voit la différence. Hein. La partie supérieure gauche de l'image, j'ai assombri. Le chemin au centre, j'ai éclairci, comme s'il y avait un coup de lumière dessus. J'ai éclairci un peu à droite aussi. Je pense que l'image est meilleure maintenant. Bon, quand vous avez ça, vous enregistrez sous. Et on va garder la version, donc forcément Photoshop. Hein. Dès qu'on met des calques, c'est le format dans lequel il est possible d'enregistrer des calques. Les trois autres là qu'on voit aussi, mais c'est surtout le format Photoshop.psd qu'on va utiliser. Voilà, donc à côté de la version... ah oui, ici c'est bien. Malgré que c'est un PSD, j'arrive à voir. Vous voyez aussi l'icône chez vous? C'est surtout sur le PC qu'on ne voit pas les icônes quand c'est du format Photoshop, en fait. Hein. Mais là, sur le Mac, on le voit bien. Donc, OK, il est en train de me faire cette petite icône ici. C'est juste parce que le cloud chez moi est peut-être en train d'enregistrer. Non. OK, c'est juste pour dire que ce sera copié sur mon cloud. C'est une sécurité. Mais chez vous, vous n'avez pas ça et ça n'a aucune importance. Vous voyez bien votre format Photoshop retouché. Vous voyez la JPEG d'origine. Donc, elle est toujours là à côté, la JPEG d'origine. Déjà, rien que là, si on compare même les icônes, on voit la différence. Comment peut-être mettre la barre dans les icônes? OK, donc tu es bien en affichage par icône. Oui. Et la barre en bas à droite, tu ne l'as pas? Ah bien, ça, c'est surprenant. Si vous allez dans le menu présentation, jusque afficher les options de présentation. Est-ce que vous voyez ici un curseur qui vous permet de modifier la taille des icônes? OK.
La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas en bas à droite de la fenêtre? Bonne question. Donc, commande moins et commande plus, parce que je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas le curseur. Donc, ah si, je sais peut-être pourquoi vous n'avez pas le curseur. C'est parce que ça fait partie de la barre qui indique aussi ceci que vous n'avez pas, l'espace disponible. OK. Oui, c'est ça, c'est la barre d'état, menu présentation, afficher la barre d'état. Et là, vous avez des informations que je trouve très intéressantes. Qu'est-ce qui reste comme place sur le disque dur? Et vous savez qu'un disque dur ne doit pas être rempli à plus de 80%. Sinon, il y a risque de plantage. Si vous avez un disque dur de 1 Tera, donc 1000 gigas, s'il y a plus de 800 gigas, c'est critique. Ça commence à être problématique. J'en profite ici pour vous le dire. Et maintenant, vous avez le curseur en question, là, le curseur. Le curseur en question. Parfois, je donne cours dans l'enseignement secondaire et quand j'utilise des termes comme ça, ils ne comprennent pas. Mais ça veut dire quoi, le curseur en question? Pourquoi la question? C'est quoi la question? Elle est vite répondue, la question, ou quoi? Donc, c'est marrant. Mais ça va, bon, il n'y a pas de problème. Bien, on va essayer sur une autre image. Donc, vous ouvrez une autre image. Touche F, voilà. Mais attention, ici, il va y avoir une différence. On va faire un script parce que quand vous devez souvent faire la même chose sur des images et qu'on soit dans Photoshop, Illustrator ou InDesign, c'est la même chose. Quand on doit souvent faire la même chose, on va mettre au point une macro, une routine. Comme ça, d'un clic sur un bouton, ça vous fait les choses. Mais c'est ce qu'on a fait la fois passée avec le script que je vous avais fourni d'ailleurs. Donc un script que j'avais mis au point, qui n'était pas si facile que ça à mettre au point. C'était quand même relativement pas du niveau débutant, même s'il était encore très simple. Mais ici, on va faire un script très simple. Donc vous allez chercher la palette Action, menu fenêtre, Action. Ça, c'est des scripts faciles à faire par l'utilisateur. Je vous explique qu'ici, vous avez, mais je vous l'avais déjà dit, dans le menu Fichier script, les scripts qui sont fournis par Adobe, vous pouvez aussi en installer, aller en chercher sur le web. Mais ça, c'est des scripts programmés en JavaScript. Donc, ce n'est pas des scripts que vous allez faire facilement vous-même. Même moi, je n'en ai jamais fait. Il paraît que par l'intelligence artificielle, maintenant, on peut en faire facilement. Mais... Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment les scripts les plus simples, des enregistrements d'une série d'actions qu'on fait sur une image. Et puis, on rejoue ça. OK, vous allez, dans la palette Action, faire votre propre dossier de script d'abord. Donc, dans le menu de la palette Action, vous allez jusque Nouvel ensemble. Oui, on aurait cliqué sur le dossier, c'était la même chose, dans le bas de la palette Action. Donc, vous allez éventuellement, pour simplifier les choses, je vais l'appeler ici, on va l'appeler modeler lumière et détails sur les photos, parce que vous allez voir qu'on va également s'occuper des détails. OK. Donc voilà. Ah tiens, j'ai mal écrit. Donc ici, vous avez votre dossier de script qui est sélectionné et qui ne contient rien actuellement. Bien, vous allez faire un nouveau script avec le petit plus ici, ou menu, nouvelle action. Bon, ils appellent ça nouvelle action, mais en fait, c'est une série d'actions qu'on va faire. Voilà, et là, je vais l'appeler créer calque, dodge and burn. Voilà. Qui fait partie de l'ensemble ici. Donc, si vous cliquez sur enregistrer, vous allez voir une petite boule rouge dans le bas de la palette action. Ça veut dire que tout ce que vous faites s'enregistre. Attention, même passer d'une image à l'autre s'enregistre. Hein. Si vous avez plusieurs images ouvertes et que vous passez de l'une à l'autre, ça s'enregistre. Donc, il ne faut pas.
Parce que quand vous allez jouer le script, l'autre image, elle s'y trouvera peut-être pas ouverte. Et donc, il va bugger le script. Voilà, donc vous avez le bouton rouge. Et qu'est-ce qu'on fait? La première chose que je vous conseille de faire, c'est ici, dans la palette des... non, ça devrait aller comme ça. Ça devrait aller comme ça. Il n'y a pas de problème. On va directement demander nouveau calque dans le menu de la palette des calques. Et on va dire qu'on fait un calque en mode incrustation avec couleur neutre pour le mode incrustation. OK. Et vous voyez qu'il a écrit dans le script que vous avez créé un calque en mode incrustation rempli avec la couleur neutre. Vous cliquez sur le petit carré pour arrêter l'enregistrement du script. Et donc, ça veut dire que sur plein d'autres images, il suffira de sélectionner le nom du script et de cliquer sur le bouton lecture. Et ça va le faire. Mais là, c'est simple, mais ça peut vous faire plein de calques à la suite. Vous l'avez vu avec mon script que je vous avais fourni. On va tester pour voir s'il fonctionne le script. Donc, vous allez jeter le calque qui vient d'être fait. Vous le mettez à la corbeille. Voilà. Et vous sélectionnez le nom du script. Attention, ça, c'est le nom du dossier. Non, c'est bien le nom du script. Et surtout, ne commencez pas à chipoter ici parce que ça pose des problèmes. C'est les gestions des messages pendant l'exécution des scripts. Il ne faut surtout pas aller chipoter à ça. Ni à ça, d'ailleurs, c'est la désactivation de certaines fonctions du script. Non. Vous cliquez bien sur le nom du script ici et vous cliquez sur le bouton lecture et ça devrait vous le faire directement. Voilà, ça l'a fait. Donc, le script fonctionne. Voilà, et donc dans ce calque, il est possible qu'il ait été fait manuellement ou par script, c'est la même chose. Il est possible d'aller prendre le pinceau et dessiner en gris plus ou moins clair pour modeler les lumières. OK. Bien. Mais alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'il est possible d'augmenter la netteté dans les images. La netteté, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est relativement flou quand même, hein. On peut augmenter la netteté. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de pixels aussi. On pourra tester augmenter le nombre de pixels par le super zoom. Je vous avais montré ça. Sur une image de capybara qui était floue, qu'on pouvait l'augmenter, ça faisait apparaître les poils, les détails des oreilles, tout ça par intelligence artificielle. Mais ça va être la même chose ici. Mais on va garder pour l'instant le nombre de pixels de l'image tel quel. Donc, quel est le nombre de pixels de l'image? Si on va dans Image, taille de l'image, on va voir que c'est une image de 1920 sur, dans mon cas, sur 1275 pixels. Donc, c'est une image quand même assez petite. J'avais demandé minimum 1000 sur 1000, mais c'est pas terrible comme... hein, c'est 1 mégapixel. C'est ce qu'on avait avec les appareils photo il y a 20 ans. Les appareils photo... qu'est-ce que je dis? Même il y a 25 ans, les premiers appareils photo numériques, ça faisait des photos 1 mégapixel. Et même moins, mais en fait, voilà. Oui, les premiers, je pense que c'était même 0,3 mégapixels, maximum 400 000 pixels dans les photos, mais bon. Donc, tout ça pour dire qu'ici, si je multiplie, bien sûr, 1920 par 1275, ça me fait peut-être 2 mégapixels comme image. C'est pas terrible. Voilà pour la petite histoire. Ça, c'est le premier appareil photo numérique de Apple qui faisait des photos vraiment avec très peu de pixels. Et j'ai vu apparaître ça en 93 à peu près. Oui, en 93. Et c'était assez pourri, mais pourquoi pas? Ça annonçait une révolution. Donc, il faut savoir qu'au début, personne n'y croyait vraiment à la photo numérique. Et puis, ça s'est très amélioré, évidemment, et ça a balayé l'analogique. Vous avez souvent ça avec des nouvelles technologies qui arrivent. On vous dit ouais, c'est pas mal ton truc, mais c'est un gadget, ça ne remplacera jamais ce qu'on utilise maintenant. Moi, j'ai vécu ça dans différentes circonstances concernant différents matériels. C'est... Alors, les détails.
Eh bien, on va tester. Vous avez déjà mis un calque ou pas, d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Un calque pour modifier, pour modeler les lumières. Voilà, cette fois-ci, je l'appelle modeler les lumières. Je sais pas si c'est normal, mais croyez. Bon, peu importe qui soit là ou pas, le fait est que maintenant, nous allons, et bien sûr, vous n'enclenchez pas l'enregistrement du script maintenant, on va juste tester l'ajout d'un autre calque par-dessus ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre le calque d'arrière-plan et l'amener sur le signe plus et vous obtenez arrière-plan copie. Il était possible aussi certainement de faire un clic droit, dupliquer, peu importe, il y a plein de manières de faire les choses. Donc ici, on va s'intéresser à l'accentuation des détails. Il existe une méthode pour accentuer les détails, une méthode qui est ancienne, qui s'appelle filtre, renforcement, accentuation. Ici, je vous montre une méthode meilleure qui est utilisée depuis plus de 10 ans par les photographes professionnels et les gens qui s'y connaissent un peu. C'est ce qu'on appelle la technique du passe-haut. Donc, le calque d'arrière-plan copie, mettez-le au-dessus du calque modeler les lumières. Alors, ce calque du dessus, il recouvre complètement les calques d'en dessous, en fait. Hein. Ils sont pas visibles, ce qui est en dessous, hein, parce que ceci est complètement opaque. C'est très bien. Et alors, on va appliquer un filtre sur ce calque. Un filtre qui va transformer le calque en gris avec des lignes qui soulignent le contour des objets. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le passe-haut. Voilà, donc vous avez le calque du dessus qui est activé. Vous allez dans menu filtre, divers, passe-haut. Voilà. N'hésitez pas à zoomer avec Alt roulette, même si vous êtes dans la boîte passe-haut. Et alors, l'idée, c'est ici, avec le rayon, de modifier le rayon de manière à ce qu'il ne reste plus que les bords des objets visibles, en fait. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que ça fasse quelque chose comme ceci. Donc, ça s'appelle le passe-haut. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un connaît? Ah, c'est pas évident. Alors, dans une image, et là, je vais retourner vite fait sur le web, remontrer des images, juste pour en avoir sous les yeux. Dans une image, il y a des détails dans les images. On est d'accord? Il y a des détails, et puis il y a aussi des endroits où ce sont des plages sans trop de détails. C'est plutôt uni. Eh bien, là où il y a des détails, c'est ce qu'on appelle des hautes fréquences. Beaucoup de détails, hautes fréquences. Et là où il n'y a pas beaucoup de détails, c'est ce qu'on appelle les basses fréquences. Et quand dans Photoshop, on demande de passer un filtre passe-haut, mais comme vous le voyez, tout disparaît du calque, sauf les hautes fréquences, les détails. C'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir les détails. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ce calque, vous allez le mettre en mode incrustation. Alors ça, c'est l'explication basique. Vous allez voir que plus tard, on va faire encore mieux que ça. Mais déjà là, vous devriez remarquer quand vous enlevez maintenant l'œil en face du calque, que je vais appeler passe-haut maintenant, mais vous n'êtes pas obligé de le renommer. Voilà, quand on enlève l'œil, on voit qu'on passe du flou au net. D'accord? Donc l'image comporte peu de pixels, c'est un problème, mais
Si on combinait ceci avec le super zoom qui multiplie les pixels, ce serait encore mieux. On fera ça plus tard. On va pas... On va y aller étape par étape. Est-ce que vous remarquez que vous arrivez à améliorer les détails, en quelque sorte la netteté, sans détruire les couleurs en fait? Ça ne détruit pas les couleurs, ça amène juste de la netteté en plus. On est d'accord? Bon, ben ça c'est bien. Ok, je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Comme ça, on a une trace de ce qu'on a fait. Il va vous falloir une troisième image pour faire le test. Donc, si vous n'avez que 2 images que vous avez téléchargées tout à l'heure, ce serait bien d'aller en télécharger 1 ou 2 supplémentaires. Moi, j'en ai déjà une troisième qui est là. Donc, ça marche. Je l'ouvre. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on va faire là maintenant? On a un script ici qui sert à créer un calque Dodge and Burn pour modeler les lumières. Mais on va modifier le script. Je vais d'ailleurs le renommer déjà maintenant. Et détail par passe haut. Voilà. On va modifier le script pour qu'il crée 2 calques en fait. Le calque pour le Dodge and Burn, mais aussi un calque pour les détails. Et ce script sera applicable sur n'importe quelle autre photo. Et ce qui est génial avec les scripts, c'est qu'on peut même demander à Photoshop de les appliquer sur un dossier sans même ouvrir la photo. Les photos. Les scripts, on les retrouve dans ce qu'on appelle le batch, le fichier automatisation, traitement par lot. Il est possible, grâce à ça, d'aller désigner un dossier qui contient plein de photos, de lui dire qu'il doit, dans un autre dossier, mettre les images traitées. Donc, tous les calques pourraient être créés sans même que Photoshop, sans même que vous deviez ouvrir les images dans Photoshop vous-même. C'est lui qui va très rapidement, il peut traiter 200 images en 5 minutes sans problème. Donc ça, c'est pratique. Parce que là, on avait vu avec le bouton de lecture du script qu'on appliquait le script, mais donc il peut l'appliquer en lot, en batch. Ok, vous avez donc une nouvelle image. Donc, sur cette image, on va jouer le script qu'on a fait précédemment, pourquoi pas. Voilà. On obtient donc bien notre calque qui attend qu'on mette du gris clair ou du gris foncé dedans. Mais l'idée ici, c'est de continuer le script, donc le modifier en fait. Donc, vous cliquez sur la dernière action du script, créer calque. Bon, si vous oubliez de cliquer et que c'est le script qui est sélectionné, l'action qu'on va enregistrer maintenant se mettra devant l'autre action. Ça n'a pas d'importance en fait dans ce cas-ci. En plus, on peut déplacer les actions après. Mais voilà. Donc la logique, si on veut continuer un script, c'est de se mettre sur la dernière action et de cliquer sur le bouton d'enregistrement. N'allez pas trop vite parce qu'on va faire mieux que ce qu'on a fait avant. On va faire mieux. Ce qu'on va faire ici, c'est faire en sorte que le calque, le calque copié soit un objet dynamique. Vous allez prendre le calque d'arrière-plan et le déplacer sur le signe plus dans le bas de la palette des calques. Vous voyez que tout ça est en train d'être enregistré. Donc, il a sélectionné le calque arrière-plan, il a dupliqué le calque, celui qui était sélectionné juste avant. Il faut prendre le calque d'arrière-plan copie et le monter au-dessus du calque Dodge and Burn, oui. Voilà.
Et puis, il faut normalement le faire passer en mode incrustation. Alors, normalement, il faudrait logiquement faire quoi maintenant sur ce calque du dessus? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Le passe haut. Sauf que avant de faire le passe haut, on va transformer ce calque ici en ce qu'on appelle un objet dynamique. Vous allez faire à droite du nom du calque un clic droit et demander convertir en objet dynamique. On aurait la même chose si on allait dans le menu calque et qu'on demandait objet dynamique, convertir en objet dynamique. Aucune différence visuellement. La différence, c'est que les pixels ont été mis dans un calque conteneur. Vous vous souvenez, dans le script que j'avais fait avant et qu'on a utilisé, il y avait déjà un objet dynamique. Et je vous avais dit, attention, si vous essayez au pinceau de dessiner sur lui, il va vous dire, vous devez pixeliser l'objet dynamique. Et je vous avais dit, il ne faut pas le faire. Vous allez perdre tous les bénéfices de l'objet dynamique. Donc, il faut bien comprendre que les pixels qui étaient sur le calque sont maintenant dans un autre calque à l'intérieur, et on appelle ça un objet dynamique, et on le reconnaît parce qu'il y a cette icône-là. Quel est l'intérêt de l'objet dynamique? C'est que quand on met un filtre sur un calque objet dynamique, le filtre apparaît dans la palette des calques et peut être modifié par la suite. C'est alors ce qu'on appelle un filtre dynamique. Donc, tout filtre du menu filtre, et il y en a plein, peut être un filtre dynamique si on l'applique sur un objet dynamique. Ben, on va le faire. Vous allez dans Filtre, Divers, Passe haut. Vous pouvez directement, sans même modifier quoi que ce soit, cliquer sur OK. Et voilà, vous avez quelque chose qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. C'est le filtre dynamique. Et vous pouvez arrêter l'enregistrement du script. Voilà, le bouton d'arrêt d'enregistrement. Donc, la logique, c'est que quand je vais appliquer sur n'importe quelle photo le script et qui va me créer ces calques, je pourrai par la suite aller faire ceci, ce que vous allez faire maintenant. Vous pourrez aller double-cliquer. Vous avez bien arrêté l'enregistrement du script. Attention, hein, il n'y a plus la boule rouge, c'est important. Vous pourrez double-cliquer sur le mot « passe haut » et là, vous allez avoir la boîte qui s'ouvre. Vous allez pouvoir autant de fois que vous voulez, même si vous avez fermé l'image et la réouvrir, vous allez pouvoir régler la force du passe haut, la force de la netteté en fait. En fonction de chaque image et du sujet. OK. Donc ça, c'est génial. Ça existe depuis très longtemps. Il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. C'est un filtre appliqué sur un objet dynamique. Ça devient un filtre dynamique. Et dynamique, ça veut dire modifiable, en fait. Hein. Quand on parle de dynamique, c'est modifiable. En anglais, on utilise le terme smart, intelligent. Smart filter. Smart object. Voilà, vous allez voir ça dans les versions anglaises. Alors, rassurez-vous, si vous avez totalement foiré le script, je vais mettre le mien à disposition au téléchargement pour ceux ou celles qui veulent. On va encore modifier le script, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va ajouter sur le calque ici un masque de fusion. Et j'aimerais que ce soit intégré au script, que quand je joue le script, ça s'ajoute aussi. Donc, vous avez bien le calque du dessus qui est activé. C'était le dernier sur lequel il avait travaillé. Vous cliquez sur la dernière ligne du script, vous enclenchez l'enregistrement et vous allez cliquer sur l'icône du masque ici. Et ça a ajouté un masque. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. À quoi sert ce masque? Eh bien, vous allez voir, c'est simple. Je zoome. Je double-clique sur passe haut. Donc, le script, vous avez bien arrêté l'enregistrement. On est d'accord? Il n'y a pas la boule rouge.
On double-clique sur passe haut, on règle la force de la netteté comme on veut. OK. Et si vous voulez qu'à certains endroits, ce ne soit pas net, par exemple sur l'eau, là, le reflet sur l'eau dans mon cas, ou peu importe, il va falloir cliquer pour encadrer le masque de fusion ici. Oui, parce que quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie gauche ou sur la partie droite. Mais comment on zoome? Et quand le masque de fusion est encadré comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de sélection, ça marche. Il suffit de prendre le pinceau tout à fait normal. Et quand vous allez dessiner en noir dedans, parce que vous voyez pour l'instant il est rempli de blanc, quand vous allez dessiner en noir, donc je vous rappelle pour avoir du noir, le plus simple c'est peut-être de cliquer sur la case ici pour réinitialiser. Et puis touche X sur le clavier. Voilà, vous avez du noir dans la case de premier plan. Avec une broche à bord flou, je passe et ça enlève de la netteté là où je passe. Je vais le faire sur les feuillages à l'arrière, ce sera plus clair que quand j'amène du noir dans le masque, j'enlève de la netteté là où je passe. Et ça, c'est très bien parce que ça donne de la richesse aux images d'avoir des parties qui sont nettes, mais d'autres qui sont floues. Alors, n'hésitez pas à jouer avec l'historique pour revenir en arrière s'il fallait. Ça veut dire. Et si vous voulez ramener de la netteté, il faudra faire touche X, dessiner en blanc, et voilà. Et si vous voulez ramener à moitié de la netteté, il faudra dessiner avec du gris. Ça marche aussi. On peut mettre du gris dans le masque ici. D'ailleurs, si je fais Alt-clic, Option-clic, je le vois en grand, il y a du gris, parce que je travaille au pinceau à bord flou. Ça veut dire que quand je fais une retouche de netteté, il y a une transition entre ce qui est net et ce qui ne l'est pas, grâce au gris, au bord gris du pinceau. Alt-clic, je reviens au travail normal sur l'image. C'est Option-clic sur le masque. Donc, très intéressant de pouvoir comme ça mettre sur certaines parties de la netteté et pas sur d'autres. Et vous venez de l'intégrer au script normalement, qu'il y a un masque qui est ajouté sur le calque du dessus. Je vais ajouter une dernière chose au script et puis vous allez aussi l'ajouter. Et puis je mettrai au téléchargement pour ceux ou celles qui auraient foiré leur script, je vais mettre... mais d'abord, pour savoir s'il a foiré, il faudrait le tester sur une image. Et si vous pouvez nous expliquer? Voilà, le modelage de la netteté. Et on peut faire comme ça des contrastes de netteté. Vous allez voir dans les images, il y a plein de contrastes qui existent. Contrastes de couleurs. J'ai une image avec plein de bleus différents, et puis il y a un endroit, il y a du jaune et de l'orangé, en moins grande quantité que les bleus, c'est du contraste de couleurs. J'ai une partie sombre dans l'image, où quasiment tout est sombre dans l'image, mais j'ai une partie très claire, contraste de lumière. En fait, des contrastes, il en existe plein, et là, c'est un contraste de netteté. Plus vous amenez des contrastes dans vos images différents, des contrastes différents, il y a des contrastes de matière aussi, des matières lisses qui se contrastent avec des matières rugueuses. Plus vous amenez des contrastes dans vos images, plus visuellement elles sont riches, plus elles en jettent, entre guillemets. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, que vous devez systématiquement faire le plus de contrastes différents dans vos images. Parce que les images minimalistes, avec peu d'informations, peu de contrastes, ça peut être bien aussi. Mais le fait est qu'il existe plus que les contrastes de couleurs qu'on connaît d'habitude. Voilà le contraste de netteté, une partie nette, une partie qui ne l'est pas. Et encore là, c'est pas trop. Mais voilà. Donc, on va tester sur une autre image. Ben, pourquoi ne pas aller chercher éventuellement des portraits sur le web, hein, comme ça vous testez avec des images de portraits, et après évidemment vous pourrez le faire sur vos propres photos de portraits. Voilà, donc je vais aller dans Bing et rechercher un portrait photographique pour bien faire. Juste pour faire des tests, je pourrais aussi générer des images par intelligence artificielle, ça marcherait.
Moi, ici, dans les filtres, je vais quand même aller chercher des portraits du domaine public pour bien faire. Et l'idée, c'est de prendre un portrait qui n'est pas déjà très retouché, en fait, hein. Ce serait pas mal. C'est pas toujours évident. Ah oui, et puis j'ai demandé, au niveau de la taille d'image, j'ai pas demandé d'avoir des images, de très grande qualité, mais c'est pas grave, je vais, tester ceci. Voilà, OK. Donc au moment de la prise de vue, il y a eu, à mon avis, quand même un réflecteur qui a été mis, parce que le côté dans l'ombre, est quand même, pas tout à fait dans l'ombre. Vous voyez ce que c'est les réflecteurs? Qu'on utilise lors de la prise de vue. Il y en a des dorés, il y en a des, si on veut donner de la chaleur, il y en a des gris. Voilà. Donner de la chaleur, ça veut dire que les tons, seront plus chauds, voilà. Les réflecteurs, vous avez certainement déjà vu des gens qui se baladent comme ça quand ils prennent les photos de portraits avec, quelque chose pour que le côté qui est dans l'ombre ne soit pas complètement sombre. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a peut-être des réflecteurs et vous en avez qui sont neutres ou vous en avez qui sont dorés. Heu, il y a différentes sortes. Voilà, différentes sortes de réflecteurs. Je vais aller voir directement sur le site web. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que ça existe. C'était Réflecteur 5 en, or, argent, jaune soleil, blanc, transparent. Voilà. Donc le portrait là, je vais tester. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. OK, je ne l'ai pas enregistré au bon endroit? Ou je ne l'ai pas enregistré du tout finalement, à force de parler? cool. OK. 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 Le voilà. OK, c'est une image avec peu de pixels, vous avez vu? Quand on zoome, ben je l'avais vu en fait, hein, quand je suis allé sur le web là, j'avais vu, dans les, hem, résultats de recherche, 576 sur 864 parce que je n'avais pas demandé comme précédemment ici dans taille d'image, d'avoir une image de minimum, 1000 sur 1000 par exemple. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter d'améliorer ici? Bah, il faut regarder déjà sur le web si l'image n'existerait pas en meilleure qualité. Une recherche par image, pourquoi pas? Vous connaissez les recherches par image? Bah, ça fait quand même longtemps que ça existe, hein. Par exemple, quand on est dans Bing, et il y a aussi ça dans Google et dans plein d'autres, voilà, vous avez la possibilité, au lieu de faire une recherche par le texte, de faire une recherche par l'image. Donc suivant le moteur de recherche, ça se présentera un peu différemment, mais d'un moteur de recherche à l'autre, mais c'est toujours le même, principe. Donc voilà, je vous montre, hein. Si je veux faire une recherche par image ici dans Bing, je vais prendre l'image qui est sur le disque dur et la déplacer dans la recherche par image. Et là, ça devrait me dire, tiens, où est-ce que cette image existe ailleurs? Ah ben voilà, regardez, 1152, il y a plus de pixels là. 4 tailles d'images différentes. Ah, vous ne connaissiez pas ça? Quand vous voulez voir si vos images sont également utilisées, vos images à vous, si vous êtes photographe ou créatif, vous voulez voir si quelqu'un les utilise sur le web, c'est la solution, la recherche par image. OK, 4 tailles d'images. Oh, même 3500 sur 5200, dingue. OK, imaginons qu'elle n'est pas disponible en cette qualité-là. Que feriez-vous dans Photoshop pour améliorer la qualité? Là, je change juste d'outil pour ne plus avoir la forme de la broche qui apparaît. J'ai pris l'outil de déplacement, mais c'est juste un détail. Non, le fait d'améliorer la netteté ne va pas, améliorer l'image ici.
Si, ça va amener un peu de netteté, mais le problème de l'image ici, c'est principalement qu'il n'y a pas assez de pixels. Image, taille de l'image, il n'y a pas assez de pixels. Je suis en 576 sur 864. Je prends ma petite calculatrice. Hein. Voilà. Ça fait combien de pixels? Ça fait à peu près 500 000 pixels. Donc 0,5 mégapixels. On en est à peine au-dessus de ce que le premier appareil photo Apple de 94 faisait. Hein. 93. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Les premiers appareils photo numériques qui faisaient bien rire au départ. Hein. Ça ne remplacera jamais l'analogique. Les studios photo professionnels ont résisté longtemps et puis, enfin, pas tous. Il y en a qui s'y sont mis au numérique assez vite, avec notamment les appareils Leaf qui étaient assez avancés à l'époque. Mais bon, peu importe, c'est 500 000 pixels et l'image, vous voyez, sur le web, elle est disponible en... Et je reprends ma calculatrice, apparemment, en supposant que ce n'est pas un agrandissement Photoshop qui a multiplié les pixels artificiellement, ce qui n'a aucun intérêt, parce que c'est ce qu'on peut faire nous aussi. 3519 fois 5000, ok, et ça nous fait 18 millions de pixels. Donc ça, c'est un appareil photo avec un capteur 18 mégapixels. Donc typiquement, c'est un reflex ou un mirrorless, peu importe, mais c'est un appareil photo professionnel. De plus en plus, les gens font des photos avec leur smartphone parce que la qualité des smartphones devient assez dingue, mais pour vraiment avoir des photos de qualité, il reste ces appareils photo. Les appareils photo, oui, les vrais appareils photo. Il y en a ici qui utilisent des vrais appareils photo. Toi, tu es photographe de formation? Caméraman, forcément alors. Voilà. Donc, vous avez en gros deux types d'appareils photo pro. Vous avez les reflex à l'ancienne, avec un miroir qui se relève quand on appuie sur le déclencheur. Donc, ça fait un bruit, hein, ça fait le clic-clac. Donc, il y a un miroir qui se relève pour que le capteur reçoive la lumière. Et le miroir, il sert à voir à travers un prisme qu'est-ce que l'objectif voit réellement. Ça, c'est très ennuyeux. Je suis allé un jour à un concert et il y avait un photographe qui était là au concert. Je me suis dit, mais j'ai envoyé un message d'ailleurs, je t'ai dit, OK pour prendre des photos pendant les concerts, mais pas avec un reflex, quoi. À notre époque, il existe les appareils photo mirrorless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de prisme. On peut regarder dans l'appareil photo pour cadrer, mais c'est un petit écran qui est à l'intérieur de l'appareil photo. Ça ne fait pas de bruit quand on appuie, donc c'est quand même exactement ce qu'il faut, les mirrorless, quand on fait des photos de concert. C'est pas acceptable de faire un bruit à chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur. Si vous faites des photos d'animaux ou d'enfants avec un réflexe, avec un miroir, à chaque fois, ils entendent, ils regardent, et ça les perturbe, ils sont pas naturels. Voilà. Ça, vous connaissiez. Donc voilà. Les appareils photo reflex, donc avec le miroir qui se relève pour laisser passer la lumière vers le capteur, mais avant d'appuyer sur le déclencheur, le miroir est comme ça et par le prisme, on voit réellement ce que l'objectif voit en quelque sorte et on peut régler la profondeur de champ, plein de choses, la netteté, alors qu'avec le mirrorless, ils appellent ça l'hybride ici. Et vous avez le capteur directement et c'est par un viseur électronique, donc un petit écran qu'on voit ce que le capteur voit. Donc, en gros, tout ça pour dire que les smartphones, c'est bien, ça évolue énormément, mais il y en a de plus en plus qui font des photos au smartphone. Il y en a même qui ont fait des films au smartphone, je veux dire des longs métrages. Mais il y a plus sérieux. OK, donc malgré tout, on n'a pas parlé du super zoom la fois passée? Non. Ah! Eh bien écoutez, on en a parlé? Oui. On en a parlé, hein. Je vous remontre. Quand vous avez une photo et que vous voulez multiplier
Mais oui, avec le capybara, je vous avais montré que ça recréait même les poils du capybara, alors que sur l'original, on voyait que des pixels. Filtre Neural Filters. Donc, si vous voulez réessayer avec une image que vous avez téléchargée, vous pouvez. Sinon, vous regardez. Filtre Neural Filters. Et vous voyez que parmi les filtres neuronaux, il y a le lissage de la peau, portrait intelligent, c'est pour faire des portraits, pour des retouches portraits. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais ça, ce serait automatisé. Vous avez la colorisation d'images, le flou de profondeur possible aussi, Oui. restauration de photos quand il y a des défauts sur les photos, des déchirures, etc. Enfin, c'est génial tout ce qu'il y a. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le super zoom que j'enclenche. Et là, dans le bas de la boîte Neural Filters, donc c'est menu filtre Neural Filters, je demande de créer un nouveau document, pas un nouveau calque. J'indique ici en bas de combien de fois je veux multiplier les pixels. Si je fais 4 fois, ça va faire 16 fois plus de pixels. Quand le bouton OK est devenu bleu en bas à droite, ça veut dire que le calcul est fait. Avec la main, ici, je peux aller bouger l'image avec Alt roulette, voilà. Et je peux aller voir ce qu'il nous a fait. Et ça, c'est assez dingue. Et je lui avais même montré que, OK, c'est super dans Adobe, mais il existe même encore mieux, Magnifique AI. Vous avez Magnifique AI qui fait des... et aussi Topaz Lab. Topaz Lab, tu connais peut-être en tant que vidéaste. Ça peut upscaler, ça fait longtemps qu'ils font de l'upscale, de standard définition vers HD. Maintenant, ils font l'upscale vers la 4K avec l'intelligence artificielle. Avant, c'était juste des filtrages, mais maintenant, ils intègrent l'intelligence artificielle. Vous avez j'en avais parlé, je pense, des remasterisations de vieux films, notamment Terminator, qui a été remasterisé par James Cameron avec l'intelligence artificielle utilisée. C'est assez controversé parce que ça recrée des choses qui n'existaient pas dans le film au départ, des détails. Voilà. Cameron, il est bon pour remasteriser ses films. Moi, j'ai vu par exemple sa version 3D de Titanic. C'est assez dingue. C'est reconnu comme étant une des meilleures conversions 3D. Tu la connais? La version 3D? Ah oui, c'est parce qu'il y a passé, il a des équipes, il a les moyens, le gars. Mais voilà. Parfois, les puristes, ils préfèrent voir du grain, ne pas voir trop de lissage. Voilà, vous voyez, Master 4K par intelligence artificielle. Il y a une version 3D même de Terminator. Ça, j'étais pas au courant. C'est ce qu'ils disent? Ce serait pas étonnant. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver des choses là-dessus. OK, 4 fois, c'est beaucoup, mais voilà, ça marche. OK. 16 fois plus de pixels, en fait. 4 fois plus en largeur, 4 fois plus en hauteur, ça fait 16 fois plus. Shift Tab. Voilà. Et évidemment, si je compare côte à côte les deux images, l'original et la version multipliée par Super Zoom, ça va faire mal. Voilà, ça c'est l'œil. Et ça c'est l'œil. Ah, c'est dingue quand même. Hein? Ça lisse beaucoup. Oui, ça lisse, ça lisse. Après, on peut faire ressortir le détail. Hein, c'est ce qu'on va tester. Pour les portraits, en général, on aime bien quand c'est lisse. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la dictature du lisse. Et puis parfois, on ne lisse pas parce qu'on veut l'authentique. Les grains de la peau, on ne les lisse pas. Voilà. Quand même. Hein. On voit qu'avant, dans Photoshop, sans l'intelligence artificielle, il n'était pas possible d'obtenir ça. Il y a vraiment de la recréation de détails, en fait. Hein. Et ce n'est pas extraordinaire parce qu'on a démarré d'une image très petite. Peut-être le faire en plusieurs fois améliorerait le travail. Hein. Plutôt que de passer directement à 4 fois, passer à 2 fois, puis à nouveau à 2 fois. OK. Bon, je vais continuer sur la version agrandie, sachant que ici, ce serait stupide en production de faire ça, puisque on l'avait vu, elle existe en version très nette sur le web.
mais je n'ai pas le temps d'aller la chercher. Et puis, de toute façon, pour l'exercice ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, l'idée, c'est d'aller dans le panneau Action. OK, menu fenêtre Action. Je vais, tant qu'à faire, aussi afficher la palette des calques. Voilà. Et je vais demander... Ah oui, et puis j'avais dit que j'allais faire quelque chose en plus, mais c'est pas grave, ça va aller, ça va marcher. Ça va. Est-ce qu'il va marcher, justement? On va voir. Je clique sur Créer calque .jetburn. C'est le nom du script, pas le nom du dossier. Je clique sur le bouton de lecture. Ah, ben voilà. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas parce que pour que le script fonctionne dans tous les cas, il faut... parfois, chez certains ou certaines parmi vous, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, je vais jeter le premier calque que le script a fait parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il faut en fait travailler sur une image aplatie, menu calque, aplatir l'image. Vous voyez, il n'y a pas le verrou ici sur le calque. Donc, techniquement, on peut modifier la transparence du calque. Voilà. Mais je la laisse à 100%. Mais alors, je vais faire calque, aplatir l'image. C'est donc un calque d'arrière-plan, transparence verrouillée. Si j'essaye de jouer le script à nouveau, il fonctionne. Voilà. Donc, en fait, et ça, c'est vraiment une astuce, pour qu'un script fonctionne dans tous les cas, il vaut mieux, au début du script, allez-y, faites-le. Attendez, revenez d'abord sur une image qui n'a pas de calque supplémentaire. Une image qui n'a qu'un seul calque. Voilà. Vous faites fichier version précédente, ça peut marcher aussi, mais pas ici parce qu'elle n'a jamais existé sur les disques durs. Cette image, je l'ai générée par le Neural Filters. Il faut une image qui n'a qu'un seul calque, c'est bien. Vous mettez au début du script le nom du script, voilà. Vous cliquez sur le bouton d'enregistrement. Et qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais faire ceci. Je vais créer un calque vide en cliquant sur le signe plus, sans la touche Alt, hein, juste directement le signe plus, le voilà. Et puis, je vais demander calque, aplatir l'image. Calque, aplatir l'image. Et puis, j'arrête l'enregistrement du script. Ah, il a mis au mauvais endroit. Donc, ces deux choses-là, en fait, je vais devoir les déplacer dans le script au-dessus. OK. Créer calque sans aucun détail, c'est un calque vide. Et aplatir l'image, c'est la première chose qui doit être faite parce que le script fonctionne seulement s'il trouve un calque qui s'appelle arrière-plan. Alors, bien sûr, vous avez compris pourquoi je ne suis pas allé directement dans calque, aplatir l'image, pourquoi j'ai créé un calque vide. C'est parce que s'il n'y avait pas plusieurs calques, je ne peux pas aplatir l'image. Aplatir l'image, ça veut dire réunir tous les calques en un seul. Voilà. Donc, je vais bientôt vous mettre le script au téléchargement. Je vais le jouer pour tester. Donc, le nom du script, bouton de lecture, voilà tous les calques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le calque ici? Alors, j'aurais pu nommer les calques dans le script, mais comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas le script saura ce qu'il doit faire. On peut mettre des messages aussi dans le script pour indiquer ce que les gens doivent faire. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher la palette de couleurs, de prendre le pinceau normal, de choisir un gris, de modifier la forme de brush, de modifier donc les lumières. Voilà, c'est peut-être un peu fort comme gris. Je vais prendre un peu moins fort. Voilà, de modifier les lumières, d'assombrir plus ou moins. Alors, dans ce cas-ci, ça a tendance à changer la couleur en plus de modifier l'intensité lumineuse. On y reviendra, il y a des solutions. Aussi, la netteté. Double-clic sur le mot passe haut. Voilà. Et je peux aller régler le rayon pour régler la force de la netteté. Voilà. Sachant que c'est une image qui est déjà
avec des pixels multipliés, en fait. Hein. OK. OK, je clique sur OK. Puis, dans le masque ici, possibilité d'aller dessiner en noir pour qu'à certains endroits, la netteté ne s'y trouve pas. Voilà. Généralement, on fait les yeux nets et le reste un peu flou. Ça peut se faire évidemment à la prise de vue avec la profondeur de champ. Ici, c'est les retouches rapides. OK. Voilà qu'on essaye aussi une neural filter, c'est amélioration de portrait. Ça peut être intéressant. Là, vous avez une version manuelle. Et surtout, ce qui était intéressant ici, c'est que vous avez vu comment faire un script en fonction, quand vous devez faire souvent la même chose sur des images, possibilité d'automatiser Photoshop. Donc voilà, ce qui se passait chez toi, c'est que tu avais déplacé créer calque, mais aplatir l'image était resté chez toi en bas. Donc forcément, après avoir créé tous les calques, il aplatissait tout. Donc je vous avais dit tout à l'heure, quand vous avez fait créer calque et aplatir l'image, qu'il fallait sélectionner le nom du script et je m'attendais à ce qu'il le fasse là. Et il l'a fait quand même à la fin, il a fallu déplacer manuellement. Créer calque et aplatir l'image. Alors ici, je vais enregistrer le script sur le disque dur. Il faut savoir que si maintenant Photoshop plante, il est possible que le script disparaisse de la palette des scripts parce qu'il n'existe que dans Photoshop. Si on ferme Photoshop et qu'on le réouvre, c'est enregistré sur le disque dur, le script. Il est dans Photoshop. Et si Photoshop plante maintenant, alors que vous n'avez pas entre-temps fermer Photoshop et réouvrir Photoshop, voilà, il y a un risque que ce soit perdu. Mais alors, le meilleur moyen pour ne pas perdre le script, c'est aussi de l'enregistrer en tant que fichier .atn sur le disque dur. Le script doit être sélectionné. On va aller voir dans le menu de la palette des scripts et faire enregistrer le script. Et là, je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et comme on voit, c'est un fichier qui va porter le nom du script et au bout, là, c'est .atn. Là, quand on a un nom long comme ça dans le Mac, pour arriver à avoir le début ou la fin, je joue sur le clavier avec les flèches haut et bas sur le clavier, ici. Les flèches haut et bas sur le clavier me permettent, quand j'ai un nom long, de voir le début et la fin du nom. Et évidemment, au début, quand vous utilisez le Mac, vous avez la boîte d'enregistrement qui ressemble à ça. Il faut absolument avoir la grande boîte avec l'icône ici de flèche. C'est évidemment beaucoup plus sérieux. OK, donc je l'enregistre sur le disque dur. Et là, je vais vous le mettre au téléchargement pour ceux et celles qui veulent, qui n'auraient pas réussi à faire bien le script, qui auraient un problème. Donc, j'ai le fichier .atn, script d'action. Je vous l'ai mis sur un serveur et au téléchargement en direct, si vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur, vous arrivez directement sur le dossier qui contient le script. Il faudra donc le télécharger et dans le menu de la palette d'action, demander « Charger des scripts » et vous aurez le mien. Et il fonctionne. Je vais d'ailleurs tester. Donc, sur le serveur, vous avez le script à télécharger. Donc, moi, ici, je vais juste rapidement tester avec une autre image. J'en étais au portrait. Où est-ce que j'ai mis les portraits ici? Voilà. OK. Alors, techniquement, il est possible de faire du transfert direct du navigateur vers Photoshop. Je vous montre. Là, je viens d'enregistrer l'image sur le disque dur. Je suis censé normalement l'ouvrir dans Photoshop. Mais si je fais un clic droit et que je demande copier l'image, bon là, je suis dans Firefox, mais à mon avis, ça doit marcher de la même manière dans Safari. Je teste, puisque vous êtes dans Safari, j'avais oublié que je devais utiliser Safari pour qu'on soit bien synchro. Voilà, clic droit, copier l'image. Oui, on l'a aussi dans Safari. Dans Photoshop, quand une image se trouve dans le presse-papier, donc le clipboard, c'est ce qu'on vient de faire. Quand on copie une image, ça va dans le presse-papier. C'est une partie informatique de l'ordinateur, en quelque sorte. Hein.
Ça vous dit quelque chose sans doute. Quand on fait fichier nouveau dans Photoshop, il propose de faire une nouvelle image qui a exactement les bonnes dimensions par rapport à ce qui se trouve dans le presse-papier. Je clique sur Créer, je colle, édition collée, voilà. Donc, c'est le transfert direct du navigateur vers Photoshop. C'est techniquement possible. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Moi, j'aime bien avoir les fichiers sur le disque dur, mais voilà. Donc là, je vais même fermer ceci et je vais ouvrir l'image que j'avais téléchargée sur le disque dur. Je vous informe juste que le transfert du navigateur vers Photoshop fonctionne et qu'il n'y a même pas à se poser la question quand vous faites un nouveau document, tiens, quelle est la dimension que je dois donner non, presse-papier d'office. OK. Donc ici, je joue le script. On a bien sûr un calque d'arrière-plan, mais si je double-clique sur lui, OK, et que je le transforme en autre chose qu'un calque d'arrière-plan, calque 0, ça va quand même fonctionner. Donc ici, le nom du script est sélectionné, bouton lecture, voilà, ça a fonctionné. Donc, netteté éventuelle. Voilà, netteté. Moduler la netteté en dessinant dans le masque de fusion. Et pour la première fois, je vais le faire avec autre chose que du noir ou du blanc, je vais le faire avec du gris. Donc avec le pinceau normal, avec la palette couleur. Je vais pouvoir aller dessiner, et peut-être pas sur tout, parce que les yeux, c'est intéressant. Si, je vais peut-être dessiner d'abord sur tout, puis je reviendrai en blanc sur les yeux s'il faut. Voilà, je suis en train de mettre du gris et j'ai enlevé un peu de netteté. Sur les cheveux, c'est intéressant aussi d'en enlever parce que sinon ça fait des cheveux gras. Et d'en enlever peut-être beaucoup, je dessine en noir, voilà. Je dessine en noir sur les cheveux. Ben oui, de toute façon, ça c'est du cas par cas, c'est vous qui réfléchissez. Et vous vous rendez bien compte que si les cheveux sont nets, ça va faire du gras. C'est censé être vaporeux, les cheveux. Hein. Voilà. Enfin, ça dépend de la coiffure aussi, hein, je ne dis pas. Hein. Tous les cas sont là. Évidemment, il y a les cheveux laqués, il y a les cheveux... c'est complexe. Hein. OK. Dessiner en gris pour enlever peut-être un peu de netteté sur la peau, là, sur la barbe, sur le front, etc. Donc, c'est l'idée, en fait. Hein. Et puis, alors, on a aussi ce calque-là dans lequel on peut modeler. Qu'est-ce que je pourrais tenter de faire ici en zoomant très fort en arrière? Tenter peut-être de faire un effet de vignettage, d'assombrir un peu l'extérieur. Même si le fond est blanc, je n'arriverai pas à l'assombrir, mais voilà, il s'agit éventuellement d'assombrir, mais peut-être pas l'enfant. L'enfant, là, je vais peut-être l'éclaircir, mais pas autant. De temps en temps, je fais du commande Z, du contrôle Z. Hein. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut tenter un éclaircissement de tout le visage aussi, des visages? Oui. OK, donc si je résume, et ça, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. On peut faire du traitement par l'eau, je vous l'ai dit. Hein. Fichier, automatisation, traitement par l'eau. On désigne le dossier, on désigne le script qu'on veut appliquer, et il peut même vous donner la main. Ça veut dire que si vous avez 200 portraits à retoucher dans un dossier, vous pouvez faire en sorte que Photoshop ouvre chacun, crée les calques, et vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Il va même vous ouvrir les boîtes pour vous, vous n'aurez plus qu'à bouger les curseurs. Donc, il faut y penser, ça, la productivité, ça compte. Donc, si je résume, photo d'origine, qui était pas mal du tout, bien sûr. Photo que j'ai modifiée, j'ai un peu trop assombri le bras de madame. En plus, il devient rouge. Là, je l'ai un peu éclairci, voilà, OK. OK, vous voyez un peu l'idée. Hein. Donc, modification des valeurs, fait à l'arrache et pas très bien. Et puis la netteté aussi, c'est l'autre calque que je vais maintenant afficher pour vous montrer. Voilà, la netteté. Sachant que l'image n'a pas beaucoup de pixels, alors la netteté, ça fait quelque chose de bizarre. OK.
Je vais quand même enregistrer cette version retouchée dans le dossier d'aujourd'hui. Dernière chose que je vous montre. Open your eyes, ouvre tes yeux. Le passe haut ici, quand je double-clique, c'est le réglage pour la netteté. On est d'accord. OK. Ce réglage pour la netteté, il est valable pour cette image avec ce nombre de pixels-là. Mais si je diminue le nombre de pixels, par exemple, image, taille de l'image, le moteur de multiplication et de division des pixels est enclenché. Ici, je mets pourcent et je vais par exemple faire 9 fois moins de pixels. Je la mets à 33%. On voit que je vais passer d'un fichier de 3 mégaoctets, ça c'est la taille du fichier ouvert dans Photoshop. En fait, c'est pas le nombre de pixels, c'est le nombre d'octets. Je passe d'un fichier de 3 mégas à 0,3 mégas. Oui, ça fait 9 fois moins. OK. Eh bien, ça change parce que le réglage passe haut qui était valable pour une image qui a un certain nombre de pixels n'est plus valable pour la même image si je diminue le nombre de pixels. Donc, quand vous voulez faire des bannières, typiquement, ça va arriver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans le passe haut, aller remodifier la valeur. Et Voilà. Ou alors, et là, je vais faire une annulation de la taille de l'image. Je vais revenir à l'image qui est bien grande. Ou alors, avant de redimensionner l'image, vous aplatissez comme ça. Vous réunissez tous les calques en un seul. Menu calque, aplatir l'image. Donc voilà. Il y a le réglage de passe haut, il n'existe plus, mais enfin, je veux dire, visuellement, il existe encore, mais on ne peut pas le modifier. Et là, si vous allez dans Image, taille de l'image, et que vous modifiez le nombre de pixels, ça va réduire et ça va être correct par rapport au nombre de pixels dont vous disposez. Pour les faire en petit, par exemple. Voilà. Vous voyez un peu la logique? Ah, c'est pas si évident que ça, hein, mais il faut y penser à ça. C'est que quand vous diminuez la taille de l'image, si le filtre passe haut pour les détails, il est toujours là, eh bien, il reste avec la même force, mais pour une image avec moins de pixels, donc ça foire. Donc, deux solutions. Réduire, modifier le passe haut, ou alors aplatir l'image et réduire. Bon, le traitement par l'eau, dans ce cas-ci, le script, en fait, il fonctionne sur toute image. Il fonctionne sur toutes les images, le script. Et étant donné que le passe haut est appliqué sur un objet dynamique, il est modifiable. Donc, quel que soit le nombre de pixels de l'image sur lequel on l'applique, ça ne pose aucun problème. Image verticale, horizontale, peu importe, petite image, peu de pixels, beaucoup de pixels, ça n'a pas d'importance. Donc ça fonctionne sans problème. Mais c'est vrai que parfois, au niveau taille de l'image, certains scripts, ça posera problème. OK. Donc voilà, une image bien précise. C'était combien 4800 sur 6100. Est-ce que c'est vraiment du domaine public? Il faudrait vraiment aller vérifier. Mais quoi qu'il en soit, copier l'image, Photoshop, nouveau, créer, coller. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il m'a collé la version... il m'a collé une version parce que je n'étais pas en zoom avant quand j'ai fait copier. Si, ça marche. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Ça me paraît beau. Ah oui, non, c'est net. C'est parce qu'il y a un flou d'arrière-plan sur la personne que je n'avais pas vue. Oui, il y a un flou. OK, non, il n'y a pas de problème. Le copier, ça marchait. On voit bien que les cheveux sont bien nets ici. Et là, ils sont bien nets dans Photoshop aussi. Pas de problème. Et donc, le script que je joue, voilà, ça marche. Pas de problème. On a la possibilité de mettre éventuellement en évidence par du noir flow. Il ne faut pas hésiter à faire du gros. Aller là autour, c'est trop, il faut que je fasse du gris, etc. Voilà. Bien sûr, on peut aussi faire ça d'autres manières, du vignettage.
C'est tout à fait possible. Vous voyez l'idée? Ça marche. Ok. Ok, donc ça c'est la correction des lumières. Bon, ça peut prendre du temps, hein. Il faut faire différentes versions aussi. Et alors, quand vous avez plein d'images à retoucher, il ne faut pas y passer trop de temps sur chaque image. Il faut les passer en revue et revenir dessus. Si vous passez 5-10 minutes sur la même image, vous allez user votre esprit et votre œil. Et il vaut mieux en faire beaucoup, en touchant un tout petit peu à chaque image et les passer en revue comme ça, carrousel, comme ça votre esprit ne s'use pas sur la même image. Vous la voyez, l'image que vous avez retouchée avant, quand vous revenez dessus, vous la voyez d'un nouvel œil et vous voyez les défauts et les qualités. Ok. Donc tout ça dépend si on veut la netteté ou pas. On règle le passe haut. Donc voilà, tu vois, ça fonctionne sur toute image, même des images extrêmement précises. Ok.